Je sais pas vous, mais personnellement je suis passionné par les langues vivantes. C'est vrai qu'on parle notre langue maternelle tous les jours sans s'en rendre compte parce que c'est naturel, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup de subtilités et on se rend également compte qu'elle évolue constamment. Alors, je vais pas vous faire une digression linguistique dans cette vidéo, même si ce serait très intéressant, mais j'aimerais qu'on se concentre sur un point en particulier, les emprunts. Il nous arrive à tous de faire des anglicismes fréquemment, comme quand on dit « je vais uploader ma vidéo à 17h » ou encore « allez checker mes carnets de voyage sur mon site, il en reste quelques-uns ». Voilà, petite pub comme ça pour illustrer mes propos, ça passe toujours bien. Pour les emprunts par exemple, on utilise des mots tirés de la langue arabe très fréquemment. On peut citer par exemple une carafe, le bled, un toubib, les chiffres. Bon voilà, je vais pas tous vous les faire, vous avez compris, nous utilisons des mots arabes quotidiennement. Et bien dans une moindre mesure, il nous arrive de faire pareil avec le japonais. Il y a effectivement des mots en japonais que l'on utilise tels quels dans un discours en français et que l'on comprend parfaitement. Parfois ça fait sens parce que l'étymologie de base est respectée, le mot est utilisé correctement, et d'autres fois ça va faire sens grâce à l'image qu'on se fait du terme selon le contexte. Il est effectivement possible que certains mots japonais aient évolué dans notre langue parce que le sens a un petit peu changé en arrivant jusqu'en Occident. Du coup ça fait complètement sens dans un discours en français avec d'autres français qui vont comprendre parfaitement de quoi vous parlez. Pour un japonais par contre il est possible qu'il ait besoin d'un petit peu plus de contexte parce que chez lui le mot est employé d'une autre manière et que le sens est un petit peu différent. C'est pourquoi je vous ai fait une petite liste non exhaustive de termes japonais qu'on utilise tels quels en français et je vais vous laisser juger si oui ou non on les utilise correctement. Hajimeyo. On commence avec le mot kanji que vous connaissez forcément si vous vous intéressez un minimum à la langue japonaise et surtout parce qu'il va être très utile pour la suite de la vidéo. Les kanji, ce sont tout simplement ces pictogrammes chinois qui ont été repris par les japonais afin d'écrire leur propre langue. Effectivement, au Japon, pendant longtemps, c'est le chinois qui était utilisé pour écrire car les japonais n'avaient pas d'alphabet. Ils ont alors petit à petit emprunté ces pictogrammes chinois qu'ils ont adaptés et simplifiés pour que ça colle à la prononciation japonaise. Et ces kanji font aujourd'hui partie intégrante des 3 systèmes d'écriture japonais avec les hiragana et les katakana. Alors on va pas rentrer dans les détails des systèmes d'écriture japonais dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir c'est que les kanji, ce sont des pictogrammes à la base chinois qui servent aujourd'hui à écrire le japonais. Le saké. Évidemment, quand on pense alcool et Japon, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est cette boisson à base d'alcool de riz, le saké. Sauf qu'au Japon, en réalité, le saké ou o-sake, avec le préfixe honorifique o, eh bien, ça désigne toutes les boissons alcoolisées, au sens large. Du coup, pour un japonais, le gin, la bière ou encore le whisky, eh ben, c'est du saké. Par exemple, si vous êtes de passage au Japon et qu'un japonais vous demande « Osake wa nomemasu ka ?», qui se traduit littéralement par « Pouvez-vous boire du saké ?», en fait, on vous demande pas si vous êtes capable de boire de l'alcool traditionnel japonais. Tout ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous seriez chaud pour une soirée où potentiellement on va finir la tête à l'envers. Sacrée nuance quand même. Ouais non, je dis ça parce qu'en vrai c'est une soirée complètement normale au Japon et il y a de grandes chances qu'on vous pose cette question. Kanpai. Bien évidemment, il y a un terme pour qualifier ce saké que les Français imaginent lorsqu'ils pensent d'alcool japonais et c'est Nihonshu. Nihonshu se traduit par alcool japonais littéralement puisque Nihon ça signifie Japon et Shu c'est une autre lecture du kanji sake qui signifie alcool. C'est pour ça que cette nuance est quand même importante et je pense à savoir si vous allez au Japon, surtout quand on sait à quel point le saké, ou l'alcool en général, joue un rôle important dans la vie sociale des Japonais. Tout voyage au Japon comprend cette activité 100% japonaise, le karaoké. C'est une véritable institution au Japon et si vous avez des amis qui vous accueillent sur place, je suis prêt à parier que vous allez finir dans un karaoke-kan à vous égosiller jusqu'au petit matin. Le terme karaoké vient de karapo, vide, et de oke, orchestre, ce qui signifie tout simplement que le chanteur n'a pas besoin d'orchestre pour chanter. Et effectivement, on n'a pas besoin d'orchestre pour chanter puisqu'aujourd'hui les karaokés en fait ce sont des box avec un écran, 2 micros, des banquettes et en général voilà, il y a des petits box à thème que vous pouvez choisir et ça part assez souvent sur un all night. Vous pouvez être sûr que si vous partez en soirée au Japon et que ça part en karaoké à 23h, vous y êtes jusque 5h. C'est du vécu, croyez-moi. Et pour en revenir au saké, il y a des karaokés qui proposent l'option Nomi Hodai. Nomi Hodai, c'est le buffet à volonté d'alcool. Autant vous dire que le lendemain, vous aurez passé une très bonne soirée, mais vous aurez aussi sûrement oublié sur quel titre vous vous êtes égosillé la veille. C'est une très bonne soirée au Japon, et je suis quasiment sûr que vous allez passer par là pendant votre voyage. Obligé. Le terme kamikaze, ou kamikaze prononcé à la française, a été créé suite à la légende de 2 invasions mongoles qui auraient échoué. Effectivement, les flottes mongoles auraient essayé d'attaquer le Japon en 1274 et en 1281.
Les 2 fois, un typhon se serait abattu sur elles et les aurait empêchées de mener leur mission à bien. Suite à quoi les forces mongoles se seraient retirées et n'auraient plus jamais attaqué le Japon. Les Japonais ont alors été persuadés que leur pays était sous une bienveillance divine et ont décidé de qualifier ces typhons de kamikaze, les vents divins. Le terme kamikaze vient des kanji kami, le dieu, et kaze, le vent. Donc, vent divin. Par la suite, comme vous le savez, pendant la guerre du Pacifique, le terme a été repris pour qualifier ces pilotes suicides qui se jetaient sur les bateaux américains à Pearl Harbor. Et en Occident, on est allé encore plus loin avec l'étymologie du terme, puisqu'on l'utilise encore aujourd'hui pour qualifier les terroristes qui perpétuent des attentats suicides. Le terme kamikaze illustre bien l'évolution de l'étymologie d'un mot, surtout quand il est exporté vers une autre culture. Effectivement, il faudrait que je demande à mes amis japonais, mais quand on parle d'attentats terroristes avec des gens qui se font sauter avec une ceinture d'explosifs, je pense pas que kamikaze soit le premier mot qui leur vienne à l'esprit. Petit bonus d'ailleurs, le terme banzai signifie vive en japonais, donc vive l'empereur, et c'est un terme qui aurait été utilisé par les kamikazes justement comme cri de guerre, juste avant de se cracher sur les bateaux. Bon, évidemment, vu qu'il s'agit d'attaques suicides, on n'a pas la preuve que les kamikazes criaient banzai avant d'exploser, mais si vous voulez, pour la faire simple, banzai en japonais, c'est l'équivalent du God Save the Queen en Angleterre. Harakiri, c'est un terme que nous utilisons en Occident pour qualifier ce que les Japonais appellent seppuku, à savoir ce rituel japonais très connu où un samouraï s'éventrait afin de laver son honneur dans la mort. Le terme harakiri existe également au Japon, même si à l'époque il n'était pas utilisé pour les samouraïs. Effectivement, les Japonais réservaient ce terme pour les petites gens. Quand des gens sans noblesse se suicidaient, on pouvait utiliser le terme harakiri, mais jamais seppuku. Sinon, étymologiquement, c'est exactement la même chose, il s'agit des kanji de ventre et de couper, sauf que harakiri est la prononciation japonaise et seppuku la prononciation chinoise. Quoi qu'il en soit, ce rituel a été officiellement aboli au Japon en 1868, en même temps que le système féodal du pays. Otaku, c'est un mot composé du préfixe honorifique o, qu'on a vu un petit peu plus tôt, et de taku, un terme japonais qui signifie chez soi ou encore à la maison. À la base, le terme était utilisé pour qualifier quelqu'un qui passe son temps chez lui, à la maison, pour se consacrer à ses passions, à savoir les jeux vidéo, les films ou encore les animés et les mangas. Ce côté fan d'animé et de manga a fait que le terme s'est popularisé en France et que certains fans inconditionnels de la culture japonaise qui passent beaucoup de temps à lire des mangas et à regarder des animés s'autoproclament parfois otaku. Mais aujourd'hui, au Japon, le terme a évolué et on peut trouver des otaku de toutes sortes. Tenez, par exemple, au Japon, il y a un phénomène de densha otaku. Densha, ça veut dire train, et donc il s'agit de gens fans de train. C'est des gens vraiment passionnés et qui sont loin de rester à l'intérieur puisqu'ils sont capables de partir et d'attendre pendant des heures un train rare afin de le prendre en photo ou en vidéo pour leur collection. On est donc bien loin du cliché du petit japonais qui reste chez lui à regarder des animés devant son écran, mais il s'agit quand même là aussi d'une forme d'otakuisme. En vrai, personnellement, je vois les otaku comme des fans inconditionnels de quoi que ce soit. C'est des fans poussés à l'extrême, des fans hardcore quoi. Après, aujourd'hui, il y a un véritable problème de société au Japon et il y a effectivement des gens qui restent chez eux et qui ne sortent jamais de chez eux, mais là, c'est pas des otaku, il s'agit de hikikomori. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est autre chose. Et puis, ces gens-là n'ont pas nécessairement de passion, mais c'est vrai qu'ils restent toujours cloîtrés chez eux. C'est deux choses très différentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris des choses et que tout n'était pas évident ou logique pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on fasse un deuxième épisode de ces mots japonais qu'on utilise fréquemment dans la langue française, puisqu'il y en a évidemment pas mal d'autres dont j'ai pas parlé, mais qui sont également intéressants je pense. Et désolé s'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne la semaine dernière, je fêtais mon anniversaire et du coup j'ai préféré passer du temps en famille que de bosser sur une vidéo. Je pense que vous pouvez comprendre. J'ai bientôt la trentaine, croyez-moi, non ça va, je le vis bien, ouais, je le vis bien. Bon allez, prenez soin de vous, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, ciao, peace.